Au cœur d'Auschwitz, des blocs de briques et de béton se dressaient comme des témoins muets de la barbarie. Là, dans cet espace où la vie s'est éteinte dans ses formes les plus atroces, chaque bloc a eu son propre rôle dans la machine de mort, de la tromperie des fausses promesses à la froide efficacité de l'extermination. Des blocs numérotés, gris et lugubres, sont devenus le dernier lieu de repos d'innombrables âmes, qui ont été dépouillées de leur humanité avant d'être emmenées dans l'abîme. Le bloc 4, par exemple, était un simple bâtiment de briques et de béton, conçu pour ressembler à n'importe quelle autre installation du camp. Derrière sa façade commune, cependant, se trouvait l'une des premières chambres à gaz du complexe, un espace sans fenêtre au sous-sol, destiné à l'élimination méthodique de ceux que les nazis considéraient comme inférieurs. Les victimes, pour la plupart des Juifs, ont été emmenées à cet endroit sous prétexte de prendre une douche. Une fois à l'intérieur, les fausses douches au plafond libéraient du zyklon B. En l'espace de quelques minutes, la vie de ceux qui étaient là s'est terminée par asphyxie. L'architecture du bloc a été conçue avec tromperie. Ce n'était pas simplement une chambre à gaz, c'était un piège soigneusement orchestré pour maintenir les victimes dans un état de calme, les menant à leur mort sans résistance. Le gaz a été libéré, et à ce moment-là, la vérité sur leur situation est devenue évidente, mais il était trop tard. Les corps inertes ont été rapidement transférés dans le crématorium adjacent pour être incinérés, effaçant ainsi toute trace de leur existence. Même le repos éternel n'était pas autorisé. Les cendres ont été dispersées comme si elles n'avaient jamais existé. Le bloc 7, en revanche, présentait une forme d'horreur plus insidieuse. Il était connu sous le nom de « bâtiment des malades » ou « infirmerie », mais ce nom était une moquerie cruelle. En réalité, ce bloc n'était rien d'autre qu'un point de ralliement pour ceux qui ne pouvaient plus travailler et qui étaient destinés à mourir. Les prisonniers qui y étaient envoyés le savaient. Il n'y avait aucune illusion sur le fait qu'ils recevraient un traitement médical. C'était une lente attente, une prémonition de la mort qui s'éternisait dans le temps. Le chef de l'administration, Rudolf Vrba, un prisonnier juif, a décrit la routine macabre. 2 fois par semaine, un médecin du camp sélectionnait les prisonniers inutiles, ceux qui étaient trop faibles ou malades pour travailler. Ils ont été chargés dans des camions et transportés dans la forêt voisine de Birch, où une grande caserne transformée en chambre à gaz les attendait. Ceux qui ont survécu au bloc 7 l'ont fait avec la certitude que leur tour viendrait tôt ou tard. Un autre était le bloc 21. C'était censé être un lieu de guérison, mais c'était une illusion grotesque. C'était la salle d'opération du camp, où les médecins emprisonnés essayaient, dans des conditions inhumaines, de sauver des vies. Mais la réalité était beaucoup plus sombre. Les fournitures médicales étaient rares, les conditions insalubres et la crainte d'être sélectionnés pour l'extermination planaient sur tous ceux qui entraient. Plus de 11 000 interventions chirurgicales ont été pratiquées à cet endroit, mais la plupart n'ont pas eu une fin heureuse. Les opérations sont supervisées par des médecins SS, dont la présence veille à ce que l'efficacité prime sur le bien-être des patients. Au lieu d'être un lieu d'espoir, ce bloc est devenu un espace où les prisonniers étaient traités comme de simples objets dans un système qui cherchait à les détruire. Le désespoir et la terreur psychologique caractérisaient tous ceux qui franchissaient leurs portes, sachant qu'à tout moment, ils pouvaient être sélectionnés pour la mort. En revanche, bloc 24 avait un but complètement différent. Ce bloc était un entrepôt, un lieu où étaient conservés les biens confisqués aux prisonniers à leur arrivée au camp. Vêtements, chaussures, photos et effets personnels étaient entassés en désordre, sans aucun respect pour leur origine. Cet acte de dépossession n'était pas simplement un vol, c'était un élément crucial du processus de déshumanisation. En leur enlevant leurs biens, les nazis leur ont également enlevé leur identité, les transformant en numéros, en êtres sans passé ni avenir. Les objets qui y étaient stockés ont été triés et envoyés en Allemagne pour être réutilisés, mais ce qui y est resté, ce qui n'est pas utile, s'est accumulé dans des montagnes de souvenirs oubliés, preuve silencieuse de l'anéantissement de milliers de vies. Les SS qui dirigèrent cet entrepôt s'assuraient que tout était utilisé au profit du Reich, quelle que soit l'origine ou l'histoire de chaque pièce. Enfin, le bloc 25, connu sous le nom de bloc de la mort, était l'endroit où les prisonnières attendaient avant d'être exécutées dans les chambres à gaz. Ce bloc était la dernière étape avant la mort.
Les femmes sélectionnées pour mourir y étaient emmenées et laissées pendant des jours, parfois des semaines, sans nourriture ni eau, pour finir inévitablement. Ce bloc n'offrait aucune issue, aucun espoir. Les murs du bâtiment avaient été témoins des derniers instants de dizaines de milliers de femmes, leurs cris de désespoir, leurs cris pour leurs enfants perdus, résonnant dans l'air, chargeant l'endroit d'une tristesse insondable. Comparés aux autres blocs, les 25 étaient le symbole du désespoir le plus pur. Si le bloc 4 a trompé ses victimes en leur promettant une douche, il n'a même pas offert ce faux réconfort. Mais aucun de ces blocs n'était le plus célèbre du camp de concentration. Les plus célèbres étaient le bloc 10 et le bloc 11. Médecins de l'enfer. Les expériences inhumaines du bloc 10. Dans un coin ombragé d'Auschwitz, il y avait un endroit où la lumière du soleil ne pénétrait jamais. Cet endroit était le bloc 10, un bâtiment en briques qui avait une apparence inoffensive, mais dont l'intérieur abritait certains des crimes contre l'humanité les plus abominables. Les noms des bourreaux qui ont opéré dans le bloc 10 résonnent dans les annales de l'histoire comme synonymes de cruauté et de mépris de la vie. Karl Kloberg, un gynécologue dont l'obsession pour la stérilisation l'a conduit à injecter des substances caustiques dans le corps des femmes juives. Ces derniers sujets d'expérimentation sous prétexte de science. Kloberg ne s'est pas arrêté pour réfléchir à la douleur que ces procédures lui infligeaient. Leur objectif était d'obstruer les trompes de Fallope, sans tenir compte du fait que cela signifiait une mort lente et douloureuse pour beaucoup d'entre eux. Mais le bloc 10 ne s'est pas limité à une seule forme de torture. Horst Schumann a réalisé des expériences de stérilisation à l'aide de rayons X. Ces rayons, invisibles à l'œil nu, brûlaient la chair de l'intérieur, laissant des cicatrices que même la mort n'a pu effacer. Schumann n'avait aucun scrupule à retirer chirurgicalement les organes affectés, comme si les femmes et les hommes qu'il soumettait n'étaient guère plus que des animaux de laboratoire. La mutilation est devenue une routine quotidienne, juste une autre partie du fonctionnement de cet endroit terrible. Edward Wirtz, quant à lui, s'est consacré entre les murs du bloc 10 à l'amputation du col de l'utérus des femmes, photographiant leur corps comme s'il n'était qu'un objet d'étude. Le bruit des ciseaux coupant la viande se mêlait aux cris étouffés de ceux qui savaient que leur vie était sur le point de se terminer. Et tandis que les femmes étaient coupées et empoisonnées, Bruno Weber s'est livré à un autre type d'atrocité. Pour lui, le sang est devenu un terrain de jeu macabre. Il injectait différents types de sang dans les corps affaiblis des prisonniers, comme si la compatibilité sanguine était un jeu sans conséquence. Ces expériences, qui impliquaient également des barbituriques et des dérivés de la morphine, n'étaient rien de plus qu'un signe de mépris absolu pour la vie humaine. August Hirt n'est pas loin derrière. Il a organisé la collection de 86 crânes de prisonniers pour tester des théories raciales aberrantes. L'idée de collecter des crânes n'était pas une simple folie, mais une tentative de justifier le génocide avec de la pseudo-science. Pour Hirt, la mort de ces personnes n'était pas suffisante. Il avait besoin que leur corps, ou ce qu'il en restait, fasse partie de ses recherches répugnantes. Il a également soumis des prisonniers à des tests de gaz moutarde. Cependant, la palme de l'infamie revient au docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort du régime nazi. Leurs victimes, pour la plupart de jeunes hommes en bonne santé dans la fleur de l'âge, sont devenus de simples pièces d'un jeu macabre d'expérimentation. Mengele les soumettait souvent à des rayons X dans l'intention de les stériliser. Il ne se souciait pas que leur corps autrefois sain se fane sous les brûlures dues aux radiations qui se transformaient en plaies purulentes. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Mengele, avec sa curiosité morbide, prenait plaisir à comparer les souffrances des jumeaux. L'un a été soumis à des épreuves si douloureuses que l'autre a pu ressentir l'écho de la souffrance dans sa propre chair, comme s'ils partageaient le même sort. Même les bébés et les enfants n'ont pas échappé à ses griffes. Pour lui, elles n'étaient rien de plus que des poupées anatomiques qui pouvaient être ouvertes, disséquées et étudiées sans anesthésie, laissant derrière elles une traînée de minuscules vies brisées. Parmi ces études, les plus aberrantes figuraient son insatiable curiosité pour les nains. Mengele voyait en eux un laboratoire vivant, un casse-tête génétique qui, selon lui, devait être résolu. Cependant, ces expériences n'étaient rien de plus qu'un prétexte pour infliger des souffrances, laissant ses victimes avec des corps mutilés et des esprits fracturés, piégés dans le labyrinthe de douleurs qu'il avait lui-même créé. À l'intérieur du bloc 10,
il n'y avait pas d'échappatoire. Les fenêtres, scellées avec des planches de bois, ne permettaient pas à la lumière de l'extérieur d'entrer ou aux cris de l'intérieur de sortir. L'air vicié était empli de l'odeur des antiseptiques et de la mort, tandis que les murs résonnaient des échos d'une souffrance indescriptible. À l'extérieur du pâté de maison, des coups de feu et des cris provenant du mur de la mort voisin pouvaient être entendus au loin, mais ils semblaient venir d'un autre monde. À l'intérieur, le temps s'est arrêté et la souffrance est devenue la seule réalité tangible. En mai 1944, Klauberg déplaça sa station expérimentale dans ce qu'on appela l'extension de champ. Ce n'était pas une amélioration pour les prisonnières, juste un changement de décor pour continuer avec les mêmes atrocités. Beaucoup d'entre eux sont morts des expériences, d'autres ont été tués après que les médecins en aient fini avec elles. Leurs corps traités comme de simples déchets à éliminer pour faire de la place aux prochaines victimes. Cependant, au milieu de tout cela, il y avait ceux qui ont survécu. Ils ont survécu à la douleur, à la terreur, au désespoir. L'une d'entre elles était Leni Adelaar, dont le témoignage nous rappelle que, malgré tout, la vie peut s'épanouir dans les endroits les plus inhospitaliers. Contre toute attente, certaines de ces femmes, qui avaient été traitées comme moins qu'humaines, ont réussi à avoir des enfants. Mais le fait que certains aient survécu ne peut effacer les souffrances indicibles qui y ont été vécues. Le bloc 10 d'Auschwitz est une plaie ouverte dans l'histoire. Les médecins qui auraient dû sauver des vies sont devenus des instruments de mort et de douleur. Et les femmes qui ont été amenées à cet endroit ont souffert non seulement de la perte de leur liberté, mais aussi de celle de leur dignité et de leur corps. Souffrance silencieuse, les sombres secrets du bloc 11. Le bloc 11 se dresse comme un monument à la souffrance. La façade, à peine distinguable du reste des bâtiments, cache les horreurs qui se préparaient à l'intérieur. Ici, dans ce pâté de maison, la mort n'était pas un événement fortuit, mais une constante qui imprégnait chaque recoin. Les prisonniers qui franchissèrent ces portes savaient que s'ils ne périssaient pas, ils périraient dans leur âme, parce que ce n'était pas seulement un lieu d'enfermement, c'était un lieu d'anéantissement moral. Dès le premier jour, les prisonniers ont ressenti le poids d'un silence oppressant. Les gardes SS, imperturbables, se déplaçaient comme des ombres, préparant les cellules pour les nouveaux arrivants. Le sous-sol, sombre et humide, abritait les cellules de punition, ces pièges où le désespoir s'infiltrait à travers les murs, où le temps s'arrêtait et où le corps commençait à se détériorer bien avant que l'esprit ne réalise son destin. Les cellules debout étaient petites, à peine 1 mètre carré, un espace minimal dans lequel 4 corps étaient forcés de se tenir debout, sans repos, sans soulagement. L'air devint lourd et la chaleur du corps humain, loin d'apporter du réconfort, devint une malédiction. Dans ces cellules, la respiration était un effort, l'oxygène une denrée rare. Comme si cela ne suffisait pas, le sommeil était un luxe qui n'était atteint que lorsque la conscience cédait à un épuisement excessif. Même alors, le reste a été bref, le corps s'affaiblirait et l'esprit se noierait dans des pensées de désespoir. Ceux qui ont survécu à ce martyre ont été conduits, tôt ou tard, au mur de la mort. Ce mur, situé juste à côté du pâté de maison, a été le théâtre d'innombrables exécutions. Les prisonniers, alignés devant lui, savaient que leur vie allait leur être enlevée pour ne plus exister sous un régime qui les considérait comme inférieurs, indignes de respirer le même air que leurs bourreaux. Au sein du bloc, la torture était le pain quotidien. Le tristement célèbre hamac de Boger, un ingénieux appareil de torture inventé par l'officier Wilhelm Boger, est devenu la terreur de ceux qui osaient défier, même avec un soupir, l'autorité de leurs ravisseurs. Placés face contre terre, pendus par les chevilles, les prisonniers ont été sauvagement battus. Les cris qui sortirent de leur gorge, un son guttural, inhumain, qui ne pouvait provenir que d'une créature au bord de la souffrance, remplissaient les couloirs sombres. Parfois, ces cris étaient le seul signe de vie dans un endroit où la mort était toujours présente, tapie, attendant son tour. Le bloc 11 a également été témoin des premières expériences avec le Zyklon B. En septembre 1941, des prisonniers de guerre soviétiques ont été rassemblés dans le sous-sol du bloc et exposés au gaz. Un silence s'empara de la pièce lorsque les portes se refermèrent. Un silence qui ne fut rompu que lorsque les corps commencèrent à tomber sur le sol
les uns après les autres, dans un plongeon macabre de vie. Cette expérience marque le début d'une époque encore plus sombre, où la mort ne sera plus individuelle mais collective, une mort en série qui caractérisera les années qui suivront. Les prisonniers, réduits au nombre, regardèrent leurs camarades tomber un à un. Les inscriptions qu'ils ont laissées sur les murs de leurs cellules, des mots gravés en désespoir de cause, étaient leur dernière tentative de s'accrocher à l'humanité qui leur était enlevée. Certains ont laissé des messages d'amour, d'autres de haine, mais ils partageaient tous un sentiment commun, la certitude qu'ils ne quitteraient pas cet endroit vivant. Chaque mur, chaque brique était imprégné de la douleur de ceux qui souffraient et périssaient là. Les fenêtres du bloc, recouvertes de tôle, bloquaient tout rayon de soleil, comme si la lumière elle-même refusait d'entrer dans un endroit aussi corrompu. Les prisonniers étaient emmenés là pour être brisés, pour être dépouillés de leur dignité, de leur volonté, de leur humanité. Les quelques survivants des cellules de punition l'ont fait avec des corps brisés et des esprits brisés, ombre de leur ancien moi. Ceux qui ont été sélectionnés pour les expériences sur les gaz n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils ont été conduits au sous-sol avec la promesse d'un bain ou d'une désinfection. Mais au lieu d'eau, ce qui les attendait était une agonie invisible, un gaz qui pénétrait dans leurs poumons et éteignait leur vie de la manière la plus cruelle et la plus impitoyable. Les gardes regardaient à travers les Judas, indifférents à la souffrance qu'ils avaient causée, comme si les corps tordus et les visages déformés n'étaient que de simples objets d'étude et non des êtres humains. Le mur de la mort, où des milliers de prisonniers ont été exécutés, est toujours un témoin silencieux. Ces pierres, froides et rugueuses, ont absorbé l'écho des coups de feu, des cris de terreur et des appels à la pitié. Le voyage sans retour, les chemins de fer vers l'Holocauste. Par un matin gris et silencieux du début des années 1942, les rails de fer qui traversaient la petite ville polonaise d'Oświęcim ont commencé à vibrer à une fréquence inhabituelle. Les habitants, habitués au bruit monotone des trains de marchandises, ont remarqué quelque chose de différent dans l'air. La fumée noire qui s'élevait à l'horizon semblait plus épaisse, plus oppressante, comme si elle apportait avec elle un signe avant-coureur de l'obscurité à venir. Oświęcim, avec son réseau de chemins de fer reliant des villes telles que Prague, Vienne, Berlin et Varsovie, est rapidement devenu le cœur battant d'une machine de mort méticuleusement planifiée. Les nazis, toujours efficaces dans leur cruauté, ont vu dans ce nœud ferroviaire l'occasion parfaite de mettre en œuvre leur soi-disant solution finale avec une précision terrifiante. Les premiers convois arrivent pleins d'espoir mêlés de peur. Des hommes, des femmes et des enfants, entassés dans des wagons de marchandises conçus pour transporter des marchandises, pas des personnes. Sans fenêtres, sans ventilation, sans eau ni nourriture, ces chariots sont devenus des tombes mobiles pour beaucoup. La puanteur du désespoir et de la mort imprégnait l'air à l'intérieur de ces compartiments, tandis que le cliquetis constant des roues sur les rails marquait le rythme d'un voyage sans retour. Les gardes de la Deutsche Reichsbahn, les regards vides et le cœur endurci, supervisaient ces transports avec une indifférence glaçante. Pour eux, ces êtres humains n'étaient rien de plus que des numéros dans un rapport, des pièces interchangeables dans un jeu macabre de pouvoir et de destruction. Les routes qui avaient autrefois servi à relier les peuples et les cultures servent aujourd'hui à isoler, déshumaniser et exterminer. Lorsque nous sommes arrivés à ce qu'on a appelé la Judenrampe, la réalité a frappé avec une force indescriptible. Les portes des wagons s'ouvrirent brusquement et une vague de corps épuisés et confus fut poussée dans la froide réalité d'Auschwitz. Le sol de gravier, les tours de guet et l'odeur omniprésente de la chair brûlée composaient un tableau dantesque qu'aucune imagination n'aurait pu concevoir. Le processus de sélection a commencé immédiatement. Les officiers SS, en uniformes impeccables et à l'air d'acier, signalent d'un simple geste de la main qui vivront encore quelques semaines et qui seront envoyés directement dans les chambres à gaz. Les familles ont été séparées en quelques secondes, avec des cris étouffés et des larmes silencieuses tombant sur la poussière. Ceux qui étaient jugés aptes au travail étaient parqués dans des casernes, où la survie était une lutte quotidienne contre la faim, le froid et la brutalité constante. Mais pour la plupart, le chemin de la rampe aux chambres à gaz était court et définitif. Sous la fausse promesse de douches désinfectantes, des centaines de milliers de personnes ont trouvé la mort dans des pièces hermétiquement fermées,
où le Zyklon B a éteint des vies en quelques minutes. Pendant ce temps, les trains continuaient d'arriver, l'un après l'autre, comme un cortège sans fin d'horreur. De tous les coins de l'Europe occupée, les convois ont fait de nouvelles victimes dans cet épicentre de la barbarie humaine. Hongrois, Polonais, Français, Hollandais, la liste était interminable et l'efficacité avec laquelle l'extermination a été menée était presque surréaliste. Les conducteurs de train et les cheminots, rouages essentiels de cette machine de mort, s'acquittaient de leurs fonctions avec une froideur administrative. Ils ont plaidé l'ignorance ou ont simplement obéi aux ordres, mais chaque sifflet de train, chaque frein grinçant, a contribué à la symphonie du génocide. Les rails, silencieux et muets, portaient non seulement le poids des trains, mais aussi les espoirs et les rêves écrasés de millions de personnes. En mai 1944, les nazis, cherchant toujours à perfectionner leur efficacité meurtrière, construisirent une nouvelle ligne de chemin de fer qui menait directement à Auschwitz-Birkenau. Cette innovation logistique a permis aux trains d'atteindre les portes mêmes des chambres à gaz, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour amener les victimes à leur destination finale. Au cours de cette période, la vitesse et le volume de l'extermination ont atteint des niveaux sans précédent, avec des milliers de juifs hongrois tués quotidiennement dans une chorégraphie de la mort parfaitement synchronisée. Les quelques personnes qui ont réussi à survivre à cet enfer l'ont fait au prix de leur humanité. Travaillant jusqu'à l'épuisement, nourris avec des rations misérables et soumis à des expériences médicales inhumaines, chaque jour était une lutte pour maintenir une étincelle d'espoir. La fumée des crématoires montait constamment vers le ciel, comme un signe que le mal ne connaît ni limite ni repos. Avec l'avancée des forces alliées et la défaite imminente de l'Allemagne, les nazis ont tenté d'effacer les traces de leurs crimes. Les crématoires furent démolis, les documents brûlés et les prisonniers forcés de participer à des marches de la mort vers l'Allemagne. Mais les voies ferrées, témoins silencieux de tant d'atrocités, sont restées comme des cicatrices dans le paysage, des rappels indélébiles de jusqu'où peut aller la cruauté humaine. Après la libération du camp, le silence régna à nouveau à Auschwitz. Les trains ont cessé d'apporter des cargaisons humaines et les voies ont été rouillées et abandonnées, comme les squelettes d'une époque qui ne devrait jamais être effacée de la mémoire collective. L'endroit qui était autrefois synonyme de mort et de désespoir est devenu un musée et un mémorial, un effort pour honorer les victimes et éduquer les générations futures sur les horreurs qui s'y sont produites. Aujourd'hui, les rails restent immobiles, recouverts d'herbe et de mousse, mais leur histoire résonne fortement. Chaque planche de bois, chaque clou rouillé raconte une histoire de douleur, de perte et de résilience. Les visiteurs parcourent ces routes avec respect et solennité, essayant de comprendre l'incompréhensible, de trouver un sens dans l'insensé. Les anciennes voies d'Auschwitz ne transportent plus de trains chargés de morts, mais elles sont toujours un chemin de réflexion et de souvenirs. La rébellion du courage. Comment une sage-femme a fait face à la mort à Auschwitz? Stanisława Leszczyńska est née en 1896 dans la ville polonaise de Łódź, dans un monde qui n'avait pas encore connu la dévastation que la première moitié du XXe siècle allait apporter. Sa vie semblait destinée à la normalité, une existence simple avec son mari Bronisław, qu'elle a épousé en 1916 et avec qui elle aura 4 enfants. Déterminée à aider à donner une nouvelle vie au monde, Stanisława a suivi une formation de sage-femme, obtenant son diplôme en 1922 et s'installant dans son domaine professionnel avec dévouement et tendresse dans sa ville natale. La tranquillité de ses premières années sera brisée par l'avancée inexorable du nazisme. Avec l'occupation allemande de la Pologne, Stanisława et sa famille ont décidé de ne pas rester les bras croisés face à l'horreur qui planait sur leurs voisins juifs. Discrètement, mais avec détermination, ils se sont engagés dans la résistance, aidant ceux qui étaient confinés dans le ghetto de Łódź avec de la nourriture et des documents falsifiés. Le risque était immense, mais le devoir humanitaire l'emportait sur toute crainte. Le 18 février 1943, la Gestapo fait irruption dans la vie de Stanisława, lui arrachant sa liberté pour ses actes de compassion. Avec sa fille Sylwia, elle a été capturée et emmenée à Auschwitz. Son mari et son fils aîné ont réussi à s'échapper, mais ses 2 plus jeunes enfants ont été envoyés dans un camp de travail. Le destin de Stanisława était désormais lié à l'enfer d'Auschwitz, un endroit où la vie humaine ne valait pas plus que le caprice des gardes nazis.
Ils sont arrivés sur le terrain le 17 avril 1943 et ont été marqués respectivement des numéros 40 et 1335. À Auschwitz, Stanisława est affectée à l'infirmerie des femmes, un lieu de souffrance où les lois de la nature et de la médecine sont constamment subverties par la cruauté des hommes. Au milieu de la mort et du désespoir, Stanisława est devenue une lumière faible mais persistante. En tant que sage-femme, son travail consistait à veiller à ce que les bébés naissent, bien que l'idée même de donner la vie dans un endroit comme Auschwitz soit absurde. Le docteur Joseph Mengele, avec sa froideur clinique et son obsession pour la pureté raciale, dirigeait ce coin du camp. Sous son regard, les nouveau-nés étaient plus des objets d'étude que des êtres humains. Les bébés qui ne répondèrent pas aux normes raciales étaient éliminés sans ménagement. Ceux qui ont eu le malheur de naître avec des traits aryens ont été arrachés à leur mère pour être germanisés. Au total, Stanisława a aidé à mettre au monde plus de 3000 bébés dans des conditions qui défiaient tout concept d'humanité. Bien que toutes ces créatures soient nées vivantes, le destin qui les attendait était sombre. Environ 2500 personnes périrent à cause de la malnutrition et des terribles conditions de vie dans le camp. 600 enfants aux cheveux blonds et aux yeux bleus ont été arrachés à leur mère et envoyés en Allemagne, où ils ont été élevés comme des Allemands. Seules 30 d'entre elles ont réussi à survivre à l'horreur d'Auschwitz avec leur mère. Dans les nuits sombres d'Auschwitz, la petite infirmerie est devenue un sanctuaire de fortune, où les mères, ne serait-ce qu'un instant, pouvaient s'accrocher à l'espoir d'un avenir différent. Stanisława n'a pas seulement accouché, il a également livré l'étincelle de l'humanité dans un monde qui essayait de l'éteindre. Malgré des menaces constantes, Stanisława refusa de participer aux actes inhumains qui lui étaient ordonnés. Lorsque Mengele lui a suggéré de noyer les nouveau-nés non désirés, elle a fermement refusé. Non, pas maintenant ou jamais. Une sage-femme n'est pas là pour tuer. Ces paroles, simples et pleines de dignité, ont résonné comme un écho de ce qui aurait dû être un serment sacré, bien qu'à Auschwitz, elles aient semblé être un acte de folie. Il est intéressant de noter que Mengele n'a pas assassiné Leszczyńska pour son audace. Il se limita à demander des rapports périodiques sur les cas de fièvre puerpérale et de décès en couche. Le temps à Auschwitz s'écoulait lentement et atrocement, une éternité encapsulée dans des jours qui semblaient ne jamais finir. La routine de Stanisława n'a pas changé, des nuits interminables d'accouchement, des jours pleins d'incertitude et de peur. Mais malgré l'abîme de désespoir qui l'entourait, elle n'a jamais manqué à son devoir. Elle était consciente que toute erreur, tout signe de faiblesse pouvait signifier la mort, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qu'elle avait juré de protéger. Avec l'avènement de la libération le 26 janvier 1945, Auschwitz, symbole du mal absolu, est devenu un squelette vide, un monument aux atrocités commises au nom d'une idéologie tordue. Stanisława, affaiblie mais indomptable, retourna à Łódź, emportant avec elle non seulement le souvenir des horreurs dont elle avait été témoin, mais aussi la certitude d'avoir fait son devoir. Après la guerre, la vie de Stanisława n'a plus jamais été la même. Elle a repris son travail de sage-femme, mais le traumatisme et l'ombre d'Auschwitz étaient toujours présents. Cependant, son dévouement à sauver des vies innocentes à Auschwitz n'est pas passé inaperçu. Au cours de l'hiver morne de 1970, une foule silencieuse s'est rassemblée à Varsovie pour se souvenir de l'horreur qu'avait été ce camp de concentration. Parmi les personnes présentes, Stanisława Leszczyńska, la femme qui avait lui-même défié le diable en apportant la vie au milieu de la mort, a retrouvé ceux qu'elle avait aidés à naître en enfer. Ses yeux, qui avaient vu l'inimaginable, reflétaient un mélange de douleur et de force inexplicable. Ce n'était pas seulement une cérémonie, c'était une rencontre avec la mémoire. Un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la vie s'accroche bec et ongles à l'espoir. En son honneur, l'allée menant à l'entrée de l'ancien camp de concentration porte désormais son nom. Plusieurs hôpitaux ont été rebaptisés en son honneur et sont des temples où la vie est célébrée, ironiquement liée à une histoire d'horreur, comme si le passé essayait de se racheter, bien qu'en vain. L'Église catholique, dans sa recherche éternelle de la rédemption, l'a proclamée « servante de Dieu », un titre qui semble peu pour une femme qui a affronté le mal absolu. Et sa tombe, lieu de pèlerinage, accueille ceux qui cherchent une trace de foi au milieu du désespoir. Le pouf d'Auschwitz.
L'esclavage sexuel au sur de l'Holocauste. En 1943, au cœur d'Auschwitz, un lieu a été érigé qui, en toute autre circonstance, aurait été tout simplement grotesque. Ici, cependant, c'était bien plus que cela. C'était une déclaration de perversité absolue, une démonstration macabre de la déshumanisation systématique que les nazis avaient élevée au rang d'art sadique. Cet endroit, déguisé sous le nom inoffensif de Pouf, n'était rien d'autre qu'un bordel créé dans le bloc 24 du camp principal, un outil de plus dans la boîte des horreurs du régime d'Hitler. Le Pouf n'était pas pour tout le monde. Ce privilège n'était réservé qu'à ceux que les nazis considéraient dignes, ceux qui se conformaient aux exigences du travail imposées par leurs geôliers. Les Juifs et les prisonniers de guerre soviétiques, considérés comme inférieurs dans la hiérarchie raciale nazie tordue, ont été exclus de ce lieu, un rappel brutal de l'idéologie raciale qui imprégnait tous les aspects de la vie et de la mort dans les camps de concentration. Les bénéficiaires du PUF étaient, pour la plupart, les prisonniers qui, pour survivre, étaient devenus les instruments de la volonté nazie, maintenant l'ordre et la discipline parmi les autres détenus. Les femmes qui travaillaient au PUF n'y sont pas arrivées par choix. Elles ont été victimes d'une forme brutale d'esclavage sexuel, arrachées à d'autres camps par leur passé, souvent à cause de la prostitution, d'autres fois simplement parce que les nazis les considéraient comme indésirables dans la société. Ils n'étaient rien de plus que des pièces d'un jeu macabre, sélectionnées pour satisfaire les souhaits des prisonniers favorisés. Le PUF était un endroit où le corps d'une femme devenait une monnaie d'échange dans l'économie en difficulté d'Auschwitz. Dans cet espace dépravé, chaque jour de travail était une torture. Du lundi au vendredi, chacune de ces femmes devait servir 4 ou 5 hommes, chacun disposant d'une fenêtre de 20 minutes pour consommer l'acte. C'était 20 minutes d'horreur, répétées encore et encore, nuit après nuit. En échange de cette dégradation sans fin, on leur a offert des améliorations. Un peu plus de nourriture, des soins médicaux et un endroit relativement propre pour dormir. Comparé au reste d'Auschwitz, ces conditions peuvent sembler un luxe, mais en réalité, elles étaient une moquerie de la dignité humaine. En tout, une vingtaine de femmes travaillaient sur le PUF à un moment donné, avec un flux constant de remplaçantes. Les nazis ont fait en sorte que ces femmes, qui avaient déjà été dépouillées de tout ce qui les rendait humaines, restent utiles jusqu'à leur dernier souffle. L'exploitation était totale, sans place pour le repos, sans place pour s'échapper mentalement ou physiquement. Sous l'œil vigilant des gardes SS, ces femmes ont été forcées de participer à un cycle de violence sexuelle qui a laissé des marques indélébiles sur leur corps et leur âme. Chaque soir, lorsque les prisonnières arrivaient, bien nourries et le visage endurci par la routine quotidienne de la mort qui régnait sur Auschwitz, les femmes savaient que leur seule compagnie serait leur souffrance. Le PUF n'était pas seulement un lieu de torture pour les femmes. C'était un rappel constant du pouvoir absolu que les nazis exerçaient sur la vie et la mort. Chaque acte sexuel dans ce bordel était une transaction qui renforçait la hiérarchie brutale au sein du camp. Pour les hommes qui fréquentèrent le PUF, l'utilisation de ces services n'était pas seulement un prix. C'était une réaffirmation de leur position au sein de la structure du pouvoir du camp, la preuve que, bien qu'étant prisonniers, ils pouvaient toujours exercer une domination sur les autres, même dans les circonstances les plus déshumanisantes. Cependant, ce n'était pas seulement un lieu de douleur pour les femmes. Il a également réussi à faire souffrir les hommes qui le fréquentaient, bien que d'une manière différente. Ces hommes, prisonniers privilégiés d'un système qui les utilisait comme des outils pour garder le contrôle, étaient également pris au piège d'un cycle de dégradation. Pour beaucoup, le PUF représentait une dégradation de leur humanité, un rappel que, malgré leurs privilèges, ils étaient toujours des prisonniers, dépouillés de leur dignité, forcés de participer à des actes qui perpétuaient la brutalité du système qui les emprisonnait. Les gardes SS, véritables maîtres de cet enfer, surveillèrent chacun de leurs mouvements, s'assurant que le PUF continuait à fonctionner correctement. Mais même dans ce contrôle absolu, la corruption du système nazi était évidente. Pour les officiers SS, ces femmes n'étaient qu'une ressource parmi d'autres à exploiter, et le PUF, un autre rouage de la vaste machine d'oppression et de mort qu'était Auschwitz. Au fil du temps, les visages des femmes dans la houppette s'estompèrent, se perdant dans la brume d'horreur qui enveloppait le champ. Leurs noms et leurs histoires sont devenus sans importance,
consumés par le feu de l'industrie de la mort nazie. Le puff était finalement le reflet du désespoir total qui définissait l'existence à Auschwitz. Pour les femmes qui y travaillaient, il n'y avait pas d'avenir, juste une succession interminable de nuits qui se transformaient en jours, et de jours qui se transformaient en d'autres nuits, jusqu'à ce que finalement leur corps se brise sous la pression et qu'il soit remplacé par un autre. Pour les hommes qui la fréquentaient, la puff était un rappel constant de leur propre désespoir, de leur insignifiance dans un monde où le pouvoir se mesurait en vies prises et en corps utilisés. L'histoire du puff d'Auschwitz est une histoire d'une horreur sans précédent, un rappel de la façon dont l'humanité peut tomber bas lorsqu'elle est privée de moralité, de compassion et de dignité. Survivre à l'Holocauste, la tragédie secrète du Sonderkommando. Le jour de leur arrivée, on leur a dit qu'ils auraient une tâche spéciale, un travail qui leur assurerait, même si ce n'est que momentanément, un répit de la mort qu'ils insufflaient dans tous les coins de cet enfer. C'étaient de jeunes hommes forts et les nazis avaient besoin de mains sûres pour tenir le nœud coulant de leur plan macabre. C'est ainsi qu'est né le Sonderkommando, un groupe de prisonniers juifs dont le destin était de manipuler la mort avec la précision d'un chirurgien enlevant une tumeur. La vie d'un Sonderkommando était un cruel paradoxe. Ils ont été choisis pour leur vigueur, leur capacité à supporter un travail qu'aucun être humain ne devrait jamais affronter. Ils ont reçu une ration de nourriture légèrement meilleure, un matelas un peu moins sale, mais le vrai prix était l'horreur qu'ils devaient commettre au quotidien. Ils étaient les témoins et les bourreaux de leur propre race, un reflet déformé du type de victime qu'ils étaient et du monstre que le nazisme voulait qu'ils soient. Quand les portes des chambres à gaz se fermaient avec un rugissement qui résonnait dans leurs âmes, ils se tenaient dehors, attendant. Ils savaient ce qui se passait à l'intérieur. Des hommes, des femmes, des enfants, tous inhalaient le zyklon B qui les a tués en quelques minutes. Les cris, les égratignures désespérées sur les murs, tout était caché derrière ces murs épais. Mais pour eux, les cris continuaient à résonner dans leurs esprits, piégés, incapables de s'échapper. Quelques minutes plus tard, c'était à leur tour d'entrer. Les portes s'ouvrirent et ce qui les accueillit fut un spectacle dantesque. Des corps entrelacés, des yeux ouverts dans un dernier regard de terreur, des ongles cassés et ensanglantés à force d'échapper à l'inéluctable. Pour son malheur, il n'avait pas de temps pour les sentiments. Il fallait agir vite, enlever les corps, les emmener au four ou aux fosses, arracher les dents en or, couper les cheveux. Tout a été fait avec la même mécanique froide et calculée que les nazis avaient perfectionnée dans leur machine de mort. Des mains qui, autrement, auraient caressé un enfant, se mouvaient maintenant avec la dextérité acquise par la répétition, arrachant les dents des morts, poussant des brouettes de cadavres dans les fourneaux. Eux, qui avaient été médecins, enseignants, boulangers, artisans, étaient maintenant les rouages d'une machine infernale qui les consumait peu à peu. Les nazis, maîtres de la dépravation, ont compris que ces hommes ne pourraient pas survivre longtemps avec cette connaissance. Il ne pouvait y avoir aucun témoin de ce qui s'est passé dans ces chambres, et encore moins ceux qui pourraient raconter au monde les horreurs de l'Holocauste. Ainsi, de temps en temps, le Sonderkommando devait également mourir. Ils ont été tournés, exterminés et remplacés par de nouveaux. Le cycle s'est répété encore et encore, un cycle de mort dans lequel la vie d'un Sonderkommando n'avait pas plus de valeur que celle de n'importe quel autre prisonnier. Ils savaient qu'ils étaient les prochains sur la ligne, que les mêmes corps qu'ils avaient traînés dans le feu les accompagneraient un jour sur le bûcher. Mais entre-temps, ils ont travaillé. 16 se sont battus pour chaque seconde de la vie, même si cette seconde était enveloppée dans la puanteur de la mort. Il y a eu des moments où certains ont essayé de résister, même s'ils savaient que leurs efforts étaient vains. Octobre 1944 a été un mois qui a marqué le désespoir sur les visages de ceux qui n'avaient plus rien à perdre, ce qui a entraîné l'échec de la rébellion. Certains membres du Sonderkommando, ceux qui ont survécu jusqu'à la fin de la guerre, portaient en eux le poids de la culpabilité et de l'incompréhension. Ils étaient considérés par d'autres survivants comme des collaborateurs, des traîtres qui avaient aidé les nazis dans leur génocide. Personne ne comprenait le dilemme moral auquel ils étaient confrontés, la terreur constante qui les poussait à continuer à vivre un jour de plus, même si ce jour était taché de sang et de mort. Mais ils savaient que leurs témoignages étaient cruciaux.
que le monde devait connaître la vérité. Philipp Müller, Dario Gabay, Henryk Tauber, Maurice Venezia, Zalman Gradowski, Abraham Bomba, leurs noms sont entrés dans l'histoire non seulement en tant que survivants, mais aussi en tant que porteurs de la mémoire de ceux qui n'ont pas pu raconter leur histoire. Lorsque les troupes alliées sont finalement arrivées et que les camps de la mort ont été libérés, les quelques Sonderkommando restants n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ce n'étaient plus des hommes, mais des fantômes, des spectres qui erraient dans un monde qu'ils pouvaient à peine reconnaître. Leurs témoignages, pleins de douleur et de souffrance qu'aucun mot ne pourrait exprimer pleinement, sont devenus le dernier cri des morts. Mais le monde n'était pas tendre avec eux. En fin de compte, leur rôle dans les camps a fait d'eux des parias, même parmi les survivants eux-mêmes. L'humanité, dans son infinie capacité de jugement, ne pouvait voir au-delà de la surface de ce qu'avait été la vie d'un Sonderkommando. Ils ont été condamnés à l'oubli, leurs histoires déformées, leurs souffrances ignorées. IG Farben, l'alliance sombre entre les entreprises et les crimes nazis. Dans les années 1930, l'Allemagne a commencé à tisser un manteau qui allait s'étendre sur tout le continent européen. Au cœur de ce sombre processus, de grandes entreprises allemandes fusionnent, créant des colosses industriels qui, loin de se limiter à la production de biens et de services, deviennent des rouages essentiels de la machine nazie. Parmi ces géants, IG Farben, un amalgame d'entreprises chimiques et pharmaceutiques, s'est distingué par sa taille, sa puissance et par le rôle abject qu'il allait jouer dans les crimes du Troisième Reich. Dans ce conglomérat, Bayer, l'un des noms les plus reconnaissables de l'industrie pharmaceutique, a joué un rôle crucial et grotesque, scellant son héritage avec le sang d'innombrables innocents. L'année 1936, sous l'ombre croissante du régime nazi, a vu comment IG Farben a commencé à collaborer étroitement avec les SS sur des projets qui aujourd'hui glaceraient le sang de toute personne ayant un minimum de conscience. Le conglomérat a non seulement fourni à la Wehrmacht les produits chimiques nécessaires à la guerre, mais s'est également plongé dans des expériences médicales qui ont brisé toutes les barrières éthiques imaginables. Dans les camps de concentration d'Auschwitz, de Dachau et de Gusen, les laboratoires de Bayer sont devenus des repères d'horreur, où la science était pervertie au service de la cruauté et du sadisme le plus extrême. Sous la direction du médecin SS Helmut Vetter, Bayer commence à mener des expériences médicales. À Birkenau, un quartier d'Auschwitz, les prisonniers et les prisonniers ont été délibérément infectés par des maladies telles que la tuberculose et la diphtérie. Ces êtres humains, réduits à de simples numéros et à des expériences vivantes, ont été soumis à des tests de dépistage de drogue qui, pour la plupart, n'ont fait que hâter leur mort au milieu d'une souffrance indicible. Vetter, poussé par la cupidité et l'absence de scrupules, a documenté chaque mort comme un pas de plus vers un objectif que lui et ses supérieurs seuls comprenaient ou voulaient comprendre. Mais la mort, dans ce contexte, n'était pas un accident ou un effet secondaire, mais le résultat attendu et, d'une certaine manière, désiré. Cependant, la chose la plus macabre à propos de ces expériences ne réside pas seulement dans leur conduite, mais aussi dans la réaction de Bayer aux résultats. Dans un épisode particulièrement horrible, la société a payé 150 prisonnières pour tester un nouvel anesthésique. Tous sont morts, sans exception. La réponse de Bayer n'a pas été d'arrêter les expériences ou de réfléchir à la moralité de leurs actions, mais de demander un autre groupe de femmes au commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, car les résultats du premier test n'étaient pas concluants. Parallèlement à ces expériences, Bayer a également bénéficié de l'utilisation de la main-d'œuvre esclave dans ses usines. En 1943, près de la moitié des 18 000 travailleurs d'IG Farben étaient des esclaves ou des travailleurs forcés, dont une trentaine de milliers de prisonniers d'Auschwitz. Ces hommes et ces femmes, déjà dépouillés de leur humanité, ont été exploités jusqu'à l'épuisement dans la production de caoutchouc synthétique et d'autres matériaux essentiels à la machine de guerre nazie. Bayer, en tant que partie intégrante d'IG Farben, non seulement connaissait ces conditions, mais les a promues, voyant dans chaque prisonnier non pas une personne, mais juste un outil supplémentaire dans son vaste complexe industriel. Alors que la guerre progressait et que la défaite allemande se profilait à l'horizon, les dirigeants d'IG Farben et de Bayer ont commencé à prendre des mesures désespérées pour dissimuler leur complicité dans ces crimes. En janvier 1945,
Alors que l'armée rouge s'approchait d'Auschwitz, l'ordre a été donné de détruire les documents documentant les atrocités commises dans le complexe. À Francfort, au printemps 1945, 15 tonnes de documents ont été incinérés et déchiquetés dans le but d'effacer les traces de leur implication dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Malgré ces efforts, la vérité a éclaté et, après la guerre, les Alliés ont pris des mesures contre I.G. Farben et ses dirigeants. Au cours du procès de Nuremberg, plusieurs hauts responsables de Bayer et d'autres sociétés du conglomérat ont été jugés pour crimes de guerre. Fritz Termer, l'un des principaux architectes d'Auschwitz III, a été condamné à 7 ans de prison pour son rôle dans la planification et l'exécution des atrocités de Monowitz. Cependant, la justice a été de courte durée. En 1950, Termer est libéré pour bonne conduite et reprend insidieusement un poste de pouvoir chez Bayer, étant élu président du conseil de surveillance en 1956, poste qu'il occupe jusqu'en 1964. Malgré sa complicité dans des crimes contre l'humanité, Bayer est réapparu comme l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde lors du miracle économique de l'après-guerre en Allemagne. Ses dirigeants, dont beaucoup étaient directement responsables des atrocités, ont été réintégrés dans la société et l'entreprise a continué à prospérer, presque comme si les années de guerre avaient été effacées de sa mémoire institutionnelle. Cette renaissance n'a pas été sans controverse. En 1995, le PDG de Bayer de l'époque, Helge Wehmeyer, a présenté des excuses publiques à Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel de la paix. Mais, comme beaucoup l'ont souligné, des excuses ne peuvent pas défaire le passé, ni racheter ceux qui ont bénéficié de la souffrance et de la mort de millions de personnes. Un espion à Auschwitz, la mission suicide de Witold Pilecki. Witold Pilecki est né le 13 mai 1911 à Olonets, en Carélie, une région sous la domination de l'Empire russe à l'époque. Sa famille avait été forcée de s'installer dans cette région reculée à la suite de la violente répression exercée par les autorités tsaristes contre l'insurrection polonaise de janvier 1863. En 1910, la famille Pilecki s'installe à Wilno, aujourd'hui connue sous le nom de Vilnius en Lituanie, où Witold commence à forger son caractère combatif en rejoignant l'organisation secrète scout ZHP. À leur insu, ce serait le début d'une vie marquée par la guerre, la résistance et la trahison. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Pilecki rejoignit les unités d'autodéfense polonaises dans la région de Wilno, participant à la collecte d'armes et au désarmement des troupes allemandes en retraite. Mais le véritable test de son courage a eu lieu pendant la guerre polono-soviétique de 1919, où il a commandé une section de scouts qui a été submergée par les forces bolcheviques. Loin de se rendre, Pilecki s'enrôla dans l'armée régulière polonaise, combattant dans la retraite désespérée de Kiev en 1920. C'est à ce moment-là qu'il rejoint le régiment de 211 Uhlans et participe à la bataille décisive de Varsovie, contribuant ainsi à la libération de Wilno. Ses premières expériences de la guerre ont endurci Pilecki, préparant le terrain pour les atrocités dont il serait témoin plus tard. Avec la fin de la guerre, Witold Pilecki a tenté de retrouver une vie paisible. Mais la paix en Europe était aussi illusoire que fragile, et Pilecki se retrouverait bientôt dans l'œil du cyclone, cette fois face à un ennemi bien plus sinistre. En septembre 1940, Witold Pilecki a pris une décision que peu de gens, voire aucun, n'auraient envisagée. Il s'est rendu volontairement aux nazis pour être interné dans le camp de concentration d'Auschwitz, nouvellement créé. Sous le pseudonyme de Tomasz Serafinski, il est enregistré sous le numéro 4859. La mission que Pilecki s'était assignée était à la fois suicidaire et cruciale. Infiltrer le camp pour recueillir des informations sur les conditions de vie et organiser une résistance interne. Dès son arrivée, Pilecki comprit l'ampleur de ce qui se tramait à Auschwitz. Ce qui avait été initialement conçu pour les prisonniers politiques s'est rapidement transformé en une machine d'extermination de masse, en particulier dirigée contre les Juifs. La faim, le travail forcé et la mort rôdaient dans tous les coins. Il a décrit la faim comme la bataille la plus difficile de sa vie, alors qu'il luttait contre des maladies telles que la pneumonie et le typhus. Mais, malgré les conditions inhumaines, Pilecki n'a pas permis que son esprit soit brisé. Rapidement, il commença à recruter d'autres prisonniers,
formant une organisation secrète de résistance au sein même de l'enfer, le Związek Organizacji Wojskowej, mieux connu sous le nom de ZOO. Le ZOO n'était pas seulement responsable de l'amélioration des conditions de vie des prisonniers, mais avait également entrepris d'organiser une éventuelle insurrection. Pilecki, en utilisant un système de messagerie exploité par la résistance polonaise dans toute l'Europe occupée, a réussi à envoyer des rapports détaillés sur les atrocités commises à Auschwitz au gouvernement polonais en exil, à Londres, dès 1941. Ces rapports comprenaient des descriptions explicites d'expériences médicales inhumaines et de l'existence de chambres à gaz, constituant parmi les premières preuves de l'Holocauste. Au fil des mois, Pilecki et son groupe élaborent plusieurs plans pour libérer le camp, dont un dans lequel la RAF bombarderait les murs d'Auschwitz ou dans lequel des parachutistes polonais libres seraient largués de Grande-Bretagne. Mais le soutien des Alliés ne s'est jamais concrétisé. Et en 1943, avec le risque croissant d'être transféré dans un autre camp, Pilecki a pris la décision de s'échapper. Avec 2 autres prisonniers, il a réussi une évasion audacieuse, contournant les défenses du camp et parcourant près d'une centaine de kilomètres pour se mettre à l'abri. Mais son combat contre le mal n'était pas encore terminé. Après son évasion, Witold Pilecki n'a pas trouvé le repos que beaucoup auraient souhaité. Il a continué à combattre les nazis, rejoignant la résistance lors de l'insurrection de Varsovie en 1944. Il a été capturé par les Allemands et a passé le reste de la guerre dans un camp de prisonniers de guerre. Mais alors que le conflit mondial s'était apaisé, Pilecki était sur le point de faire face à un ennemi encore plus proche et plus perfide. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pilecki est envoyé en Italie, où il rejoint les troupes polonaises libres en juillet 1945. Mais sa patrie était dévorée de l'intérieur par les griffes soviétiques et Pilecki décida de retourner en Pologne pour espionner l'occupation communiste. Il fut loyal jusqu'à la fin au gouvernement polonais en exil à Londres, rejetant toute forme de collaboration avec le régime communiste soutenu par Moscou. Sa loyauté et son courage, cependant, ne le sauveront pas de la trahison finale. En 1947, Pilecki a été capturé par le régime communiste polonais. Il s'en est suivi une série de tortures qui ont cherché non seulement à briser son corps, mais aussi son esprit. Mais Pilecki, fidèle à sa cause jusqu'au bout, refusa de révéler des informations sensibles sur ses camarades de la résistance. Finalement, en 1948, il est soumis à un simulacre de procès, l'un de ceux orchestrés pour instiller la peur et éliminer toute trace d'opposition. Il n'a pas été autorisé à témoigner ou à présenter une défense. Son destin était déjà scellé dès le début. Il a été condamné à mort. Le 25 mai 1948, Witold Pilecki est exécuté d'une balle à l'arrière de la tête. Son corps n'a jamais été officiellement identifié et son lieu de sépulture reste inconnu à ce jour. Tous contre l'enfer, la rébellion qui a retenti à Auschwitz. Tôt le matin du 7 octobre 1944, un silence sépulcral enveloppait le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Les longues ombres des barbelés étaient projetées sur le sol boueux, témoignage muet de la souffrance vécue en ce lieu. Pourtant, dans les entrailles du camp, un groupe d'hommes préparait un acte de rébellion, une tentative désespérée d'arracher quelques heures de dignité au destin. C'était le Sonderkommando. Ils savaient que leur destin était scellé. Les nazis ne pouvaient pas se permettre de laisser des témoins vivants de leurs atrocités, et le cycle d'extermination s'est répété encore et encore, avec de nouveaux groupes de Sonderkommando remplaçant les précédents, qui ont été impitoyablement exécutés. Les rumeurs s'étaient répandues. Ils avaient entendu parler de la liquidation imminente d'un grand nombre d'entre eux, et le désespoir a commencé à se transformer en détermination. Depuis des mois, une résistance silencieuse couvait dans l'ombre. Un groupe de jeunes femmes, courageuses au-delà des mots, avait volé de petites quantités de poudre à canon dans une usine de munitions voisine, la Weichsel Union Metallwerk. Avec ingéniosité, ils cachèrent la poudre à canon dans leur corps, la faisant passer de main en main, d'âme en âme, jusqu'à ce qu'elle atteigne les hommes qui étaient prêts à sacrifier le peu qu'il leur restait, leur vie. Rosa Robota, Esther Weichblum, Ella Gertner et Regina Saphirstein sont les architectes de cet acte de défi. En coordination avec les dirigeants du Sonderkommando,
Ils élaborèrent un plan qui, bien qu'ils sachent vouer à l'échec, leur permettrait de mourir les armes à la main plutôt que d'être conduits comme des agneaux à l'abattoir. Le jour est arrivé. Une brume épaisse se glissait sur le champ, comme un signe avant-coureur de sang sur le point d'être versé. Les prisonniers du crématoire 4e, où se concentraient la plupart des Sonderkommando, savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. D'une main tremblante mais déterminée, ils ont préparé les explosifs artisanaux. Les regards échangés furent peu nombreux, les mots encore moins. Il n'y avait pas de temps pour les adieux, seulement pour l'action. Le désespoir leur donnait de la force, la rage, le courage. Le silence de l'aube fut rompu par une explosion qui résonna comme le tonnerre au cœur d'Auschwitz. Le 4e crématorium a été partiellement détruit et dans le chaos qui s'en est suivi, 3 gardes allemands sont tombés morts. L'espace d'un instant, la liberté sembla possible, comme un rêve éphémère s'évanouissant dans l'air poussiéreux et chargé de cendres. Mais la réponse des nazis a été rapide et brutale. Comme des bêtes blessées, les gardes SS chargeaient les prisonniers avec une fureur inhumaine. La bataille a été de courte durée. Ce qui avait commencé comme un rugissement s'est terminé par un murmure, alors que les corps des rebelles tombaient à terre, l'un après l'autre. La terre d'Auschwitz, déjà imbibée du sang des innocents, buvait aussi celui de ceux qui avaient osé lever les mains contre leurs bourreaux. Environ 250 prisonniers furent tués dans la mêlée, et 200 autres furent exécutés dans les jours qui suivirent. Les nazis, craignant que la rébellion ne s'étende, ont agi avec encore plus de cruauté. Les femmes qui avaient fourni la poudre à canon ont été arrêtées, torturées et finalement exécutées. Mais même dans la mort, ils n'ont pas enlevé leur dignité. Rosa Robota, avant d'être pendue, poussa un cri de défi. « Soyez forts, soyez forts !» La répression ne s'est pas limitée aux individus. Les nazis, dans leur empressement à effacer toute trace de résistance, commencèrent à démanteler le 4e crématorium, symbole de leur honte. La fumée qui s'élevait des cheminées devenait moins dense, mais l'air était toujours imprégné de l'odeur de la mort, une odeur qui ne quittait jamais les lieux. Avec l'avancée de l'armée rouge, les nazis savaient que le temps était compté. Les évacuations, connues sous le nom de « marche de la mort », ont commencé. Des milliers de prisonniers ont été forcés de marcher dans un froid glacial, sans vêtements à peine, sans nourriture ni eau. Ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient abattus sur place. Les routes menant à la sortie d'Auschwitz sont devenues des rivières de corps, un sacrifice final pour alimenter la machine de mort nazie. Lorsque le camp a finalement été libéré en janvier 1945, il ne restait plus qu'un paysage désolé, une plaie ouverte dans la terre et dans la conscience humaine. Les fours s'étaient refroidis, mais le souvenir de leur chaleur infernale persistait. Les survivants, les rares qui ont réussi à échapper aux balles, au gaz et à la faim, ont porté une histoire que le monde ne voulait pas entendre, mais avait besoin de savoir. Dans les années qui ont suivi, certains des responsables de ces atrocités ont été traduits en justice, des jugements qui ont essayé, avec des mots et des lois, de mettre un prix à la souffrance. Beaucoup de bourreaux s'échappèrent, comme des spectres s'évanouissant dans la nuit, ne laissant d'autres traces que la peur dans le cœur de leurs victimes. Mengele, l'ange de la mort, était l'un d'entre eux. La rébellion du 7 octobre 1944 fut, à bien des égards, un acte futile. Cela n'a pas changé le cours de la guerre, cela n'a pas arrêté le génocide, mais c'était une étincelle dans l'obscurité, un cri dans le vide.